Radio Grand Lac. La radio d'Aix-les-Bains, du lac du Bourget et du territoire Grand Lac. Vous aimez l'art et la culture d'ici et d'ailleurs ? Retrouvez Anne dans l'épicerie culturelle du territoire. Bonjour à tous, vous venez de pousser les portes de l'épicerie culturelle du territoire et c'est avec une très grande joie que je vous y accueille. Merci à tous d'être là et de nous suivre un lundi sur deux de 13h à 14h sur Radio Grand Lac. Sachez que dès le 1er juillet, et on est très heureux de cette bonne nouvelle, vous pourrez nous écouter en plus du www.radiograndlac.com sur la fréquence FM 92.1. Et alors aujourd'hui, nous allons regarder d'un peu plus près notre territoire avec une certaine hauteur parfois et même aussi du point de vue du cœur. En résumé, nous allons parler territoire au sens propre comme au sens figuré. Pour cela, dans le studio, je suis avec 3 invités, 3 artistes au regard affûté qui ont l'habitude de regarder à travers un objectif, qu'il soit photographique ou philosophique, artistique, poète. Voilà, je vous présente, je le dis solennellement, Marc Chambre. Bonjour Marc. Bonjour Anne. Vous êtes chambérien, banquier à la retraite, passionné par la photo depuis votre plus jeune âge. Donc depuis plusieurs années, vous photographiez des sujets très variés, tels que la nature sauvage, le sport, les voyages, les paysages, la montagne. Vous participez à des concours, vous avez reçu d'ailleurs un bon nombre de prix pour vos photos. Actuellement, on peut vous voir à la bibliothèque Lamartine à Aix-les-Bains dans une exposition. On en parlera plus tout à l'heure, qui s'intitule Champ vu d'en haut. Merci d'être là en tout cas, Marc. Merci. Éric Sampère, donc photographe, reporter, vidéaste, baroudeur, j'ai envie de dire. Oui, bonjour à tout le monde, bonjour à tous. Baroudeur, c'est bien ? Ouais, ça me convient. Bon, très bien. Alors, toi, ton métier, Éric, t'a fait voyager et parcourir le monde entier pour capter avec ton objectif des instants très précieux, des paysages insolites, des événements. Alors aujourd'hui, tu as une commande aussi pour Aix-les-Bains, pour le territoire. Tu fais un travail formidable aussi d'arrêt sur d'image de métiers d'hommes et de femmes dans leur métier. Je t'ai dit bonjour ou pas ? Oui, tu m'as dit bonjour, mais on peut sortir bonjour. Et enfin, Ricky James Fotsogifo. Bonjour Ricky. Bonjour. Tu es musicien, chanteur, poète, philosophe, dont on peut lire aussi quelque chose de très joli. En tout cas, j'ai vu qu'on pouvait t'appeler le vagabond des lisières et ça me plaît, ça me fait rêver, ça m'emmène à penser quelque chose de très ouvert, une personne prête à franchir les frontières, à passer d'un territoire à l'autre, à n'appartenir à aucun lieu, mais à tous les territoires. Est-ce que tu es un peu comme ça ? Eh bien, je me reconnais bien dans cette tentative de définition. On sait que toute identité est une réalité en mouvement. Donc c'est vrai jusqu'à ce que le contraire nous soit démontré. Oh là là, ça commence fort. Accrochez-vous, ça commence très fort. Alors, comme le thème, en fait, de cette émission va être le territoire, finalement, le regard qu'on peut porter sur notre territoire, finalement aussi, qu'est-ce qu'un territoire ? Comment on pourrait le définir ? Grand blanc. Il peut y avoir le point de vue des photographes. Je trouve d'ailleurs que ça serait une belle introduction. Si je peux me permettre une première phrase, je crois qu'un territoire, c'est d'abord une construction imaginaire. C'est-à-dire comment ? C'est-à-dire qu'on délimite selon des critères symboliques et physiques, et puis un certain, je dirais, on trouve des solidarités. Ça se dit terroir, ça se dit terreau, ça se dit... Et un territoire, finalement, c'est une unité administrative, mais je crois qu'il nourrit l'imaginaire. Lorsqu'on dit pays doc, on ne parle pas d'une superficie et d'un découpage légal, on parle d'un découpage culturel, physique. Quand on parle de la Gascogne en France, on parle d'une communauté de pratique, de partage d'un certain style de nature. Et quand on parle de la Savoie ? Alors, moi, je ne parle jamais de la Savoie. Alors moi, je pense au Dio, quand même. Moi, je pense à la tome, je pense à des choses comme ça, je pense à du fromage, je pense aux montagnes. Mais effectivement, il n'y a pas que les lieux, il y a aussi le cœur des gens. Pour ce qui concerne la Savoie, la notion de territoire devient un privilège. Voilà, c'est-à-dire que pour moi, la Savoie est un concentré de l'ensemble des rêves du monde. La nature est extrêmement généreuse, le dynamisme
des peuples de Savoie, parce qu'il faut savoir qu'avec la guerre des vallées, nous avons la chance d'avoir une diversité culturelle, même intra-savoyarde, qui est intéressante à vivre. Et la Savoie cumule, de mon point de vue, l'ensemble des qualités naturelles qui nous inspirent. Éric, je te vois vouloir réagir aussi. Oui, tout à fait. Moi, je pense aussi qu'un territoire aussi, c'est les hommes, c'est les gens. Et on développera peut-être un peu plus tout à l'heure. Mais c'est des regards. Moi, à travers mon métier, moi qui voyage pas mal, ce qui m'est important aussi, c'est de témoigner à travers le regard des gens. Et ce travail photographique que j'ai effectué pour la mairie m'a fait découvrir des regards, des gens, des acteurs de la ville qui nourrissent. Somme toute, sont, je dirais, des gens qu'on voit pas forcément, mais qui rendent encore ce territoire plus beau. Mais c'était une belle expérience, en fait, de découvrir des gens qui ont de l'humilité, mais en même temps qui sont fiers de leur territoire et qui, je dirais, le mettent en valeur, que ce soit le balayeur ou le jardinier. Voilà. Je te coupe, tu nous raconteras ça tout à l'heure. Marc. Oui, pour moi, le territoire, ça correspond aussi à une entité physique, c'est-à-dire, on parle d'aménagement du territoire, par exemple, des impacts négatifs, d'impact positif aussi qu'il peut y avoir. Donc, pour moi, le territoire, ça comprend les villes, les forêts, les plaines, les montagnes, les rivières, donc tout un ensemble. Et puis, c'est vrai que, comme disait mon voisin, c'est aussi des hommes, mais un savoir-faire, des normes, des produits aussi. Je vois qu'en Savoie, il y a beaucoup de fromage, de vin aussi. Donc c'est tout un ensemble qui peut y avoir, en fait. Très bien. Alors, on va faire une pause musicale. Alors, c'est pas vraiment une pause musicale, c'est finalement, on va écouter une musique pour se lancer aussi sur le sujet, pour s'imprégner, s'inspirer. On va écouter Claude Nougaro qui chante Toulouse, son territoire. Vous aimez l'art et la culture d'ici et d'ailleurs ? Retrouvez Anne dans l'épicerie culturelle du territoire. Quelle magnifique chanson Toulouse qu'interprète Claude Nougaro qui chante son territoire. Alors je me tourne vers toi, Ricky James, puisque c'est toi qui l'as quelque part choisi cette chanson pour qu'on puisse l'écouter aujourd'hui. Donc je rappelle en fait le principe aussi à tous nos auditeurs. Je demande à mes invités, aux invités qui viennent dans l'épicerie culturelle, de choisir une musique qui a du sens pour eux, soit dans leur construction personnelle, soit par rapport à un moment clé de leur existence, ou également en relation avec le thème de l'émission. Alors, Ricky James, en quoi cette musique est importante pour toi ? Je peux dire importante ? Oui, bien sûr, importante. Ce n'est pas tout à fait le fruit du hasard. Toulouse est ma première ville de naissance française. J'adore cette expression, c'est-à-dire que c'est la première ville que j'ai habitée en France. Et donc, mon entrée dans l'imaginaire français s'est fait avec un accent très marqué. Alors, on peut juste rappeler quand même, parce que tu es arrivé, en fait, tu es camerounais, oui. Tu es de Yaoundé, absolument. C'est ça ? Oui. Et tu es arrivé en France en quelle année ? On était à la fin de l'année 1988, c'était au XXe siècle. Ouais. Et je crois que 6 ou 8 semaines après, du fait que j'étais stagiaire journaliste à la rédaction locale de la Dépêche du Midi à Toulouse. Et donc c'était une situation extrêmement privilégiée, puisque les journalistes me baladaient dans leur réalité, en fait, pour m'apprendre le métier. Et à Toulouse, à l'époque, Nougaro était un énorme marqueur du réel, puisque c'était l'emblème, c'est-à-dire qu'à Toulouse, on avait Airbus et Nougaro, quoi. C'était très très clair. Tu avais quel âge, toi, donc à l'époque, j'ai 20 ans, 19-20 ans. D'accord. Donc, et puis c'est génial parce que j'arrive, je connais déjà quelques chansons de Nougaro, mais je n'ai pas une idée réaliste de l'ampleur du personnage. Et donc je me retrouve à le côtoyer, à parler avec lui, parce que Nougaro, il remarque que je suis le seul noir. Il faut savoir que Nougaro a des attaches profondes en Afrique, au Brésil aussi, où d'ailleurs peut-être que tout à l'heure ça prendra davantage sens avec Éric Sampers. Et donc tout de suite, il me fonce dessus, il me fait « Toi, tu viens d'où, toi ?» Et je lui dis Cameroun, paf, mais oui, Yaoundé, voilà, là, et puis au Gabon, et puis machin. Au Gabon, il a fait la chanson de légende qui s'appelle Locomotive d'or, qui dure 9 minutes et 51 secondes, qui est un pur chef-d'œuvre.
Et je voulais dire à ce propos que le choix de la chanson est lié au fait que bien sûr qu'il y a la nostalgie, la beauté d'un territoire. Chanter Toulouse, moi j'ai eu la chance de fredonner cette chanson en passant par les endroits qui sont cités et magnifiés dans la chanson. Fredonner sur le canal du Midi, je l'ai fait. L'église de Saint-Cernin, je l'ai longé. J'y suis retourné il y a pas longtemps et c'est vrai qu'il a marqué de son empreinte la ville de Toulouse parce qu'il l'a raconté comme personne en moins d'une feuille A4. Et j'aime bien chez Nougaro l'idée que lorsque vous marchez dans Toulouse, ce qui était censé être des métaphores prennent vie sous vos yeux. C'est-à-dire que il réussit l'opération magique de transformer le subtil en premier degré tellement c'est bien fait sur le plan de la métaphore. Mais j'allais te poser la question, quel rapport semble avoir l'artiste avec son territoire, mais tu l'as quand même dit, dans le sens où il marque fortement son empreinte, sa trace. C'est une relation qui est magnifique et ce sera peut-être le cas avec nos amis photographes. Elle est pluridimensionnelle, c'est-à-dire qu'un territoire, ça s'affronte, ça s'invente, ça se dorlote. C'est plein de dimensions. Et ça se nourrit. Ça se nourrit, ça se réinvente, ça se transforme. C'est vivant. C'est vivant. Et d'ailleurs, je voudrais même dire que, à vous écouter tout à l'heure, je me suis dit, tiens, ça serait marrant de concevoir la notion de territoire comme un mélange entre terre et laboratoire. C'est du fait que vous avez dit qu'il y a le point de vue des hommes et de leur activité aussi. Ça m'a beaucoup parlé. Et donc, si on imaginait une association entre le mot terre et le mot laboratoire, peut-être que ça pourrait donner territoire, terre de recherche. Terre de recherche. Alors, du coup, Marc Chambre, moi, ça me renvoie finalement à votre exposition. Alors peut-être déjà, je vais vous présenter. Vous êtes ancien banquier, enfin vous êtes retraité de la banque. Vous êtes originaire de Chambéry, passionné par la photographie depuis, je crois, votre plus jeune âge. Exact. Vos dernières expositions ont été présentées au Muséum d'Histoire Naturelle à Chambéry en 2013, 2015, 2018. Également à l'Office du Tourisme de Saint-Pierre-d'Entremont, 2016, 2018, 2020. Enfin, il y a eu quand même beaucoup de lieux, également des univers plus restreints comme des maisons de retraite, les thermes de Challes-les-Eaux, des restaurants. Enfin, on va dire que vous habitez quand même bien le territoire par vos photos que vous exposez et qu'on peut voir dans différents endroits. Aujourd'hui, c'est à la bibliothèque du 22 juin au 2 juillet. Vous exposez à la bibliothèque d'Aix-les-Bains, la bibliothèque Lamartine. Alors, on voit dans votre, en tout cas dans cette exposition, on voit qui s'appelle Champs vus d'en haut. Vous avez cette notion très, toutes vos photos sont prises de vue d'avion, j'allais dire. Alors, vous allez le dire peut-être autrement, mais en tout cas, on voit vraiment se dessiner le territoire par le travail de l'homme, c'est-à-dire par les champs qui sont cultivés, par les routes, mais également aussi par la nature aussi tout simplement, c'est-à-dire ces montagnes, les couleurs des champs qui se confrontent aux couleurs du ciel, aux couleurs des lacs, des montagnes. Tout ça, vous le faites ressortir en tout cas très joliment à travers vos clichés. Alors peut-être est-ce que vous pouvez nous dire des choses, quelle a été finalement cette volonté à travers cette exposition? Oui, pour commencer, je dois dire que effectivement, la photo m'a toujours plu, puisque à l'âge de 10 ans à peu près, j'ai eu mon premier appareil photo que j'avais gagné à un concours, grâce aussi à l'aide de mon père qui m'avait un peu tuyauté sur ce concours pour des jeunes, pour des enfants. C'était un Kodak? Oui, je crois que c'était ces gros les appareils gros, noirs qui sont carrés. Et donc, ce sont les premiers clichés que j'ai pu prendre à cette époque. Et donc, en fait, ce qui m'a fait beaucoup progresser, c'est que en 1995, j'ai fait partie d'un club photo à Chambéry qui s'appelle le club Georges Méliès. Donc, au départ, il y avait que des cinéastes, d'où le nom Georges Méliès. Et puis finalement, les cinéastes sont partis et sont restés donc les photographes. Ce club a été créé en 1947, donc il aura 75 ans l'an prochain. Donc actuellement, on était 50 l'an passé, une quarantaine cette année, bon, pour les raisons qu'on connaît à peu près. Mais moi pour quelqu'un qui veut progresser en photo, je le conseille vivement,
d'aller dans un club photo. Bon, il y en a à Challes-les-Eaux, à la Ravoire, à la Motte-Servolex, aussi à Chambéry, à Cognin. Donc, et je crois que là, on peut voir à peu près ce que font les autres. Si c'est bien, on peut s'en inspirer, essayer de les égaler et même parfois les dépasser, ce que j'ai réussi, mais aussi c'est par la... Alors, est-ce que vous êtes guidé dans ces clubs ? Vous êtes guidé par des professionnels ? Comment ça se passe ? Non, mais en fait, on est tous des amateurs. Bon, chacun a un sujet de prédilection. Il y en a qui font du studio, parce qu'on a un local studio au-dessus de notre local, où on se réunit. Donc, il y en a d'autres. Moi, je me suis mis donc à la photo nature sauvage. J'étais bien aidé parce que j'ai pris des bouquetins en Maurienne, en Tarentaise, et ces photos ont eu du succès dans des concours internationaux, ce qui m'a incité à continuer, parce que peut-être que j'aurais pas... Vous avez eu des prix J'ai eu beaucoup de médailles dans les concours internationaux. Et puis comme j'ai pas internationaux, c'est-à-dire c'est-à-dire dans le monde entier. Là, j'ai gagné beaucoup de médailles en Inde, par exemple, mais dans d'autres pays, presque sur les 4 ou 5 continents. Alors, qu'est-ce qui fait comment vous êtes amené ? Qu'est-ce qui fait qu'on est amené à participer à des concours internationaux ? Est-ce que c'est par le club où on vous a proposé de participer à ces concours, ou c'est vous, de votre propre chef, où vous vous êtes dit tiens, je vais me confronter un peu au territoire terrien ? C'est-à-dire qu'il y avait un bon photographe qui m'a quand même mis le pied à l'étrier sur les concours internationaux. Donc l'avantage, c'est qu'on se fait noter par des gens totalement impartiaux, puisque c'est aux 4 coins du monde. Et donc comme ça marchait bien, j'ai poursuivi. Par contre, le club Méliès participe à des concours nationaux de la Fédération française de photographie. Donc, sur des sujets... Il y a la Coupe de France, c'est le plus haut niveau, où il y a seulement 30 clubs photo en France qui accèdent. Ensuite, c'est le National 1, échelon inférieur, National 2. Donc, c'est des photos monochromes, c'est-à-dire noir et blanc, couleur, nature, en papier ou photo numérique. Donc, en France, il y a de nombreuses villes qui accueillent donc un club photo. Eric, vous faites partie d'un club photo, ou vous avez déjà adhéré à un club ? Si, quand j'étais jeune, voilà, à l'université. D'accord. À Dijon. Et vous travaillez avec d'autres photographes, parce que c'est vrai ce que dit Marc, ça peut aider à progresser et puis même à s'ouvrir finalement à d'autres horizons. Non, moi je travaille seul. Ça m'étonne pas, Eric. Non, j'ai déjà fait partie de jury aussi de prestigieux concours. Oui, après chacun son chemin finalement, selon la personnalité qu'on a. Quand j'étais directeur photo de Terre Sauvage, par exemple, j'ai participé au Wildlife Photographer of the Year, qui est dans le jury, qui est un concours de photos animalières, je dirais un des plus prestigieux au monde, voilà, qui est organisé par le British Museum. Et c'est toujours un plaisir, effectivement, de découvrir ces images de nature et ces photographes tellement talentueux par leur regard, par leur patience. J'imagine déjà un photographe qui se lève tôt le matin à 4 heures pour aller photographier un héron dans la brume sur le lac du Bourget, etc., etc. C'est plus qu'un métier, c'est un sacerdoce, c'est une passion. Et ça, c'est aussi une manière forte et talentueuse de montrer le territoire. Et moi, j'admire. Je ne pourrais pas faire ce genre de démarche, parce que c'est vraiment avant tout une passion. Et notre territoire aussi est très riche je dirais, au niveau nature, et il y a de quoi faire des choses magnifiques et le prouver à tout le monde, parfois par des expos, par Alors Marc Chambre, plein de choses. Pardon Eric, Oui, je te coupe. Alors Marc, en fait, vous avez dit pour réussir des photos de paysage, il est souhaitable d'avoir des conditions de bonne visibilité, de lumière, avec des vues prises surtout le matin ou le soir. Ça veut dire que vous y passez quand même beaucoup de temps, j'imagine. Qu'est-ce que vous en retirez comme expérience ? Parce que finalement, c'est presque... vous êtes dans un état de contemplation pour pouvoir finalement capter les moments qui vont
vous semblait unique, peut-être ? Disons, pour photographier la faune sauvage, il faut quand même en principe se lever de bonne heure, puisque les animaux, dès qu'il fait jour, ils commencent à manger, et puis vers 9-10 heures, eh ben, ils retournent dans la forêt. Et puis, ce qu'il faut dire aussi, c'est que la photo nature, on peut revenir complètement bredouille. On n'a pas le succès garanti, mais par contre... C'est comme quand on va aux champignons, c'est pareil. C'est ça ? Voilà, exactement. Donc, ce que je disais aussi, c'est que donc le matin, il y a de meilleures couleurs que quand le soleil est à l'aplomb à midi. Et pour les paysages sont beaucoup moins brumeux le matin que dans la journée. Donc, c'est aussi conseillé de photographier le matin avec un soleil avec des rayons incidents comme ça qui mettent en valeur, ou le soir, qui mettent en valeur le paysage. Une petite aparté, je voulais indiquer que, bon, au départ, on était en argentique. On commençait par faire de la photo argentique et le numérique est apparu. Moi, j'ai acheté mon premier appareil photo numérique. C'était en 2004. Bon, après, j'ai photographié, je suis allé au Sénégal, Égypte, Jordanie, Turquie, Irlande, et puis d'autres pays. Donc, au départ, j'avais la photo argentique et un deuxième appareil photo numérique. Et ensuite, je n'ai pris uniquement que l'appareil numérique. L'appareil argentique, on était limité en nombre de photos, puisque moi quand je partais en randonnée, c'était 2 ou 3 pellicules de 36 poses, donc une centaine de photos maximum. Et avec le numérique, on peut photographier. Moi, j'y vais pour photographier 400 ou 500 photos par jour dans des manifestations comme le carnaval vénitien d'Aix-les-Bains, de Chana, d'Annecy, ou le motocross de Méry, de Saint-Pierre-d'Albigny, le canoë-kayak à Bourg-Saint-Maurice, les chiens de traîneau dont il y a eu aussi à la Fécla. Alors, et en même temps, donc vous parlez effectivement de toutes ces possibilités, enfin de cette flexibilité, oui, en tout cas du numérique, parce qu'effectivement on peut prendre beaucoup de photos puis après en faire des sélections, alors qu'on est limité dans l'argentique. Et pourtant il y a un vrai engouement pour les appareils photo. Les premiers appareils photo qui même présentent quelques défauts, c'est-à-dire quand on imprime des photos, donc c'est pas quand on développe des photos, il y a des imperfections qui aujourd'hui en fait donnent une certaine patte à la photo et qui finalement est relativement recherchée par certains photographes. Il y en a qui continuent à faire du monochrome, c'est-à-dire noir et blanc, avec de l'argentique, effectivement. Mais j'ai un ancien collègue aussi du club photo qui continue à faire des photos argentiques, qui fait développer en Suisse, je crois. Et l'avantage du numérique, c'est qu'on peut voir tout de suite le résultat. C'est-à-dire, si c'est trop sombre, trop foncé, on peut reprendre la photo, alors qu'avec l'argentique, on connaissait absolument pas le résultat tout de suite. Mais il y a quelque chose de magique quand même, moi je trouve, là-dedans. C'est-à-dire qu'il y a quand même une part de magie. On prend une photo, on ne sait pas exactement le résultat et parfois justement on a des très bonnes surprises, j'imagine avec aussi les moins bonnes, mais je trouve qu'il y a quelque chose qui est assez aussi intéressant. Exactement, enfin, au niveau technique, on a quand même sur l'appareil une loupe, donc on peut agrandir la photo pour voir si c'est vraiment net ou pas net, mais reprendre la photo quand c'est possible, si c'est pas un animal qui traverse le champ, on le reverra plus, mais en photo de voyage, par exemple, on peut refaire la photo immédiatement. Marc, je vais revenir avec vous quand même sur l'exposition qu'on peut voir actuellement à la bibliothèque Lamartine. Qu'est-ce que vous aviez vraiment envie de dire finalement à travers cette exposition ? Parce que vous avez parlé de l'impact de l'homme. Sur le territoire. Oui, sur le territoire. Donc ça veut dire que vous êtes sensible, ça veut dire qu'il y a un message en fait que vous voulez faire passer ? Moi j'ai photographié donc alors c'était sur une falaise qui est au-dessus du Rhône, entre Saint-Genis et Puyenne. Donc avec un téléobjectif, je prenais les champs, donc parfois même en gros plan, et ce qui me permettait de voir des tracteurs qui travaillaient à l'automne pour labourer la terre. Donc j'étais
aussi assez intéressé par ce travail de l'homme, donc sur les champs, qui est quand même indéniable. Bon, heureusement, maintenant, c'est tout mécanisé, mais avant, c'était la charrue et les bœufs. Mais malgré tout, je trouve que c'est encore méritoire d'avoir des agriculteurs qui... Bon, ils font peut-être pas que des belles choses, mais ils entretiennent quand même la nature. Certains si, quand même. Si. Hein. Non, mais on y reviendra peut-être plus tard. Mais les artistes non plus ne font pas que de belles choses. Ouais. Alors, on peut dire de manière plus générale les hommes, enfin les hommes et les femmes, j'entends. On va écouter une chanson que vous avez choisie, Marc, California Dreaming, interprétée par The Mamas and Papas. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi vous avez choisi cette musique ? En fait, c'est une sonorité qui m'a toujours bien plu et que j'écoute régulièrement à la radio. Et en fait, elle a été créée en 1965. Donc, c'est les photos des années 60. J'ai toujours été bien intéressé par les années 60. Et puis, ce titre, California Dreaming, en fait, c'est rêve. Pour moi, c'est un rêve. C'est le rêve de Californie, en fait. Rêve de liberté. J'ai eu la traduction sur Internet des phrases les plus importantes. Et il marque: toutes les feuilles sont brunes et le ciel est gris. Je serais en sécurité et au chaud si j'étais à Los Angeles. Rêver de Californie par un jour d'hiver comme celui-ci. Donc en fait, moi, ça m'a surtout inspiré le rêve d'une vie meilleure, de ce titre California Dreaming. C'est un petit peu un rêve, quoi. C'est un rêve aussi qu'on avait dans les années 60. J'étais encore assez jeune dans les années 60, mais je pense qu'il y avait... Les gens rêvaient peut-être un peu plus que maintenant, où ils ont tout à disposition, ils sont peut-être un peu blasés, mais il y avait quand même beaucoup plus de rêves, à mon avis, dans les années 60. Alors on va rêver. Vous aimez l'art et la culture d'ici et d'ailleurs ? Retrouvez Anne dans l'épicerie culturelle du territoire. California Dreaming, c'était juste maintenant, alors le rêve de partir, de quitter un territoire, d'aller sur une terre avec des espoirs qu'on y met. Ricky James, oui. Toi qui es arrivé à une vingtaine d'années, c'est ça, en France ? Oui, il y a fort longtemps maintenant. Il y a fort longtemps. Tu t'en souviens ? J'ai gardé quelques séquelles lumineuses de cette époque. D'accord. En tout cas, aujourd'hui, certains souvenirs se manifestent avec une puissance supérieure. Qu'est-ce qui a fait que tu as quitté le Cameroun pour venir, si c'est pas indiscret, bien sûr ? Absolument pas. J'aime bien raconter que j'ai été expulsé du Cameroun par mes parents. Parce que, alors qu'il n'y avait aucune raison, j'avais raté 2 fois le bac et puis je commençais à rentrer à 2h du matin un peu systématiquement. Donc c'était aussi une chance pour découvrir autre chose. Ça a été ma chance. Et donc mon père qui a fait ses études à Toulouse et qui avait quelques attaches, notamment à la Dépêche du Midi, le journal où il a fait pratiquement tous ses jobs d'été. Un beau journal. Un magnifique journal. Ouais. Et puis un peu au cœur d'une certaine période de l'histoire de France. Ouais. Avec la famille Sarraut, puis les Bailey. Et donc du coup, il y a un deal qui a fait que la Dépêche du Midi m'a accepté comme stagiaire journaliste à la rédaction locale. Et en échange de quoi je devais obtenir le bac en candidat libre, puisque je l'avais raté 2 fois. Mais les ancêtres m'ont suffisamment protégé pour que je remplisse le contrat. Donc tu l'as eu ? Absolument. Avec une mention ? Assez bien, mais minable, parce que c'était mon 3e passage. Donc, j'ai fait en fait un bac de mec expérimenté. Très prudent, très... Je crois que les 2 premiers, je les avais loupés parce que j'avais une certaine obsession de mon originalité. Et je crois que je l'utilisais un peu à tort et à travers, et souvent à contre-indication. C'est-à-dire cette obsession de ton originalité. Qu'est-ce que tu entends par là ? Je suis par tradition familiale un rebelle doux. Ah, c'est joli. Un opposant quasi systématique à l'ordre établi. D'accord. Je n'aime pas la norme qui se regarde normée. Souvent, les règles perdent leur sens et puis par habitude, on les protège juste parce que on en a pris l'habitude. Et donc l'idée, c'est de participer à l'existence sans trop le subir. C'est très important. Alors, j'ai une question. Je reviens un peu en arrière, mais tu verras aussi pour mieux aussi avancer par rapport à ce que tu es en train de dire. Oui. Moi, ma question aussi, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce que ça fait de quitter quand même son territoire, ses racines, le lieu où on a toujours vécu.
Parce que finalement, il y a une perte de repères. C'est-à-dire, on rétracte ses racines pour aller finalement les planter ailleurs. On a les deux sensations, c'est-à-dire que du fait de partir, le territoire qu'on quitte est le repère. Mais il y a cette espèce de déchirement. Il y a cette espèce de grande panique devant la feuille blanche qu'il va falloir remplir avec un autre environnement humain, avec un autre environnement culturel, avec, je dirais même le climat, mais c'est le premier choc. Moi, quand je quitte Douala le 22 septembre 88, il fait 35. Et quand j'arrive à Genève, parce que j'avais pris un vol de Swissair, je suis en panique parce qu'il fait 9 degrés. Alors ça fait rigoler les gens et ça me fait rigoler aujourd'hui parce que 9, du coup, aujourd'hui, ça m'impressionne beaucoup moins après 30 ans de pratique de l'hiver. Mais ce jour-là, le décalage est monstrueux, quoi. Et je me souviens qu'à l'époque, l'avion atterrit, mais on doit faire 200 mètres à pied pour rejoindre le satellite. Et les 9 degrés, je les ai encore sous la peau. Parce que moi, jeune étudiant africain qui a mis un costume, une chemise, j'arrive et je suis pas préparé. Je me souviens même que je ricane parce qu'on distribue des serviettes bouillantes aux passagers avant de descendre, ce qui est une charmante intention. Et je me dis, les blancs là, ils sont trop fragiles, ils font trop des cinémas. Machin. Et j'ai compris en sortant que ça servait à quelque chose. Et quel héritage, qu'est-ce que tu as ramené finalement de ton territoire du Cameroun ici? Quelles sont les valeurs que tu ressens, en tout cas, comme étant transmises par ton territoire, par par Yaoundé? Je crois qu'il y a une chose, c'est que pour moi, la relation et la conversation font partie de l'hospitalité. C'est-à-dire que l'hospitalité ne se limite pas au fait de fournir le gîte et le couvert. Il y a dans l'hospitalité un art de la conversation. J'ai toujours préféré accueillir plutôt que tolérer. Moi, le terme tolérance me pose un problème parce qu'il postule immédiatement que la différence est un problème, ce que je ne crois pas du tout. Et je crois que j'ai ramené aussi une psychologie de résilience que j'avais déjà entraînée là-bas. Nous sommes des cultures un peu souffreteuses parce que nous n'avons pas la maîtrise de notre mémoire, de notre économie, de notre social. Le bal des égoïsmes dans le monde est trop violent pour ce que l'Afrique est capable de fournir aujourd'hui comme cohérence. Et donc, je pense que j'ai ramené une certaine capacité de résilience. C'est-à-dire survivre à des contextes qui changent, qui sont pas toujours tous favorables. Adaptation. Très bien. Alors, du coup, on va aller un petit peu plus loin par rapport à aussi ton activité. Oui. Parce que tu aujourd'hui donc tu chantes, oui. Tu écris tes textes, tu écris les textes. C'est mon honneur et mon bonheur absolu. Je suis arrivé à la musique par la langue, parce que j'ai essayé de m'imaginer un destin d'écrivain et puis malheureusement à chaque fois mes références faisaient que je balançais tout ce que je commençais à la poubelle jusqu'au jour où j'ai découvert le format chanson, qui est un format extrêmement exigeant. Et je ne suis musicien que pour honorer la langue française que j'aime par-dessus tout. Alors, est-ce que c'est quelles choses en fait tu as voulu dire? Parce que finalement, à travers tes chansons, tu chantes un message. Quel message en fait tu souhaites porter? Le langage des masques. Le langage des masques. C'est-à-dire que dans le jeu que j'essaye d'écrire la langue française avec un imaginaire africain. Uh-huh. Voilà, une langue française exigeante avec un imaginaire africain. Et du coup, c'est une aventure magnifique. En cela, j'ai de nombreux et grands prédécesseurs. Nous venons d'écouter Nougaro, qui pour moi est un des représentants les plus brillants, les plus rutilants de cette démarche. C'est-à-dire, c'est Franck Léard, mon ami sociologue de la musique, qui appelle ça l'accidentologie musicale. Aller rechercher l'accident, aller créer des chocs. Et par exemple, mon travail à moi consiste à enquêter sur la part africaine de l'imaginaire que porte la langue française. Et il est immense. Alors, dans ce que tu dis, il y a quelque chose que tu fais et que tu continues de faire qui représente complètement ce que tu viens d'évoquer, c'est Brassens le cubain. C'est-à-dire que tu vas confronter finalement Brassens comme un intouchable, enfin un classique français, où tu vas le remettre à une sauce cubaine, c'est-à-dire vous allez le revisiter, vous allez le proposer en fait d'une autre manière. Le réinterroger, le mettre en lumière maximale, parce que du coup le choix cubain est un choix clairement solaire.
Et beaucoup de gens écoutent Brassens en pensant que c'est un excellent auteur qui est un peu paresseux musicalement, mais c'est eux qui sont paresseux de la feuille, parce que Brassens est un mélodiste, mais vraiment, Brassens est un mélodiste. Il y a qu'à, je croyais connaître, comme vous savez, on en a entendu 2-3, on connaît à peu près la construction, puis vient le jour où il faut chanter la chanson. C'est-à-dire, dans un contexte professionnel, la restituer de manière à peu près fidèle. Voilà. Et là, on se rend compte de la densité du musicien. Alors, est-ce que finalement, quand on vient d'un territoire pour vivre dans un autre, est-ce que notre mission serait pas justement de remontrer à ceux qui finalement peut-être habitent le territoire depuis toujours, finalement, leur remontrer en fait de quoi ils sont entourés? Mais j'ai une expérience qui s'appelle Père et Fils avec mon fils Jordan qui joue du balafon. Nous sommes un duo. Et pour parler de cette manière de revisiter les territoires par l'imaginaire, mon fils a créé un concept qu'il appelle le Burkina Faso, parce qu'il est originaire de la Bourgogne et qu'il joue du balafon. Donc, en faisant une construction entre Bourgogne et Burkina Faso, il a inventé le Burkina Faso. Ça sonne bien. C'est magnifique. C'est la capitale imaginaire de notre expérience musicale. Du coup, moi, un peu jaloux, j'ai inventé la Savoine. Là? La Savoine, un mélange de Savoie et de savane. Ah. Inspiré par le fait que Chambéry, ma ville de cœur, et la ville qui m'accueille et qui me fabrique depuis un peu plus de 20 ans, a pour animal totem l'éléphant. Donc, à Chambéry, je suis vraiment chez moi. Alors là, en fait, il y aurait plein d'histoires à raconter. C'est le sens du fait que souvent, l'imaginaire autour de l'éléphant, iconographiquement, il y a toujours des éléphants dans mon environnement. Et les expériences auxquelles je suis associé pour l'année à venir, ça va s'intensifier. Nous avons quelques projets, notamment Jordan et moi avons écrit un hymne pour la ville de Chambéry que nous allons mettre en œuvre dans le cadre d'une résidence d'artistes à l'école Valdec-Rousseau pendant l'année à venir, là, prochaine rentrée. Et puis nous avons écrit un hommage à l'éléphant, un hommage direct à l'éléphant qui est une valse magnifique. Et donc tout ça prolonge cette espèce de... Et j'aime bien cette idée justement. C'est-à-dire que l'éléphant est un entre-deux entre Chambéry et Yaoundé. Donc l'éléphant est un territoire à part entière. Il fait le lien. Il y a un quartier à Yaoundé qui s'appelle Olé-Zoa, qui veut dire l'abreuvoir des éléphants. Parce qu'il y a 1 siècle et demi encore, des éléphants venaient s'abreuver au cœur de Yaoundé. Donc tu vas créer une chanson comme Nougaro, mais autour de la fontaine des éléphants. Mais ça. Mais on l'attend. Le refrain fait... Éléphant, le marché se remplit de méchants. Passeras-tu l'hiver, éléphant? Je me fais du souci lancinant. Éléphant. Na 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 Quelle oreille. Oh là là. Et ben on va marquer une courte pause musicale avec Calogero, je joue de la musique. Vous écoutez Radio Grand Lac sur 92.1. 92.1. 92.1. Vous êtes toujours dans l'épicerie culturelle du territoire et je suis toujours en compagnie de Marc Chambre, Éric Sampers, tous deux photographes, et Ricky James, chanteur, musicien, philosophe. Nous parlons territoire à travers de belles images, des expositions, des regards, des lieux, du cœur aussi, des histoires de cœur, des chemins, enfin des tas de choses. Je me tourne vers Éric. Alors Éric Sampers, toi t'as quand même bien baroudé dans la photo. Pour rappeler un petit peu ton parcours, tu as un parcours relativement éclectique. Tu as été photographe de news, de sport, de magazine au sein de l'agence Gamma. Puis tu as découvert un autre univers qui est celui de la nature quand tu es devenu responsable du magazine Terre Sauvage pendant 8 ans, qui t'a fait côtoyer les plus grands photographes de nature et de la vie sauvage. Tu as travaillé pour le Figaro Magazine. Tu travailles peut-être encore ? Oui, parfois, oui. Donc tu travailles pour le Figaro Magazine. Tu abordes des sujets liés à l'environnement et ton engouement en fait pour ce sujet t'a propulsé à devenir photographe-réalisateur pour le programme Planton pour la planète de la Fondation Yves Rocher. Tu peux nous en dire plus ? Oui, en fait, c'est cette fondation qui fait beaucoup de choses a entrepris un travail fabuleux de replanter des arbres à travers la planète. Ils ont dépassé les 100 millions d'arbres à l'heure actuelle.
ce qui est absolument considérable. Ça va de la graine jusqu'à replanter l'arbre. Ils prennent des gens locaux, des gens du territoire, et c'est une démarche tout à fait, je dirais, honorable. Il y a un suivi d'ailleurs. C'est pas simplement des opérations, je dirais, entre guillemets, marketing, où on en fait un voyage de presse, mais c'est vraiment... c'est un vrai engagement pour la planète. Absolument, oui. Alors toi, ton rôle, en fait, c'était quoi? Parce que tu prenais en photo En fait, mon rôle, il y a un certain nombre d'années, parce que j'ai stoppé cette activité, mais c'était justement de témoigner et d'aller dans des endroits pour suivre le programme, par exemple au Mexique, où il y a les fameux papillons monarques qui viennent s'installer dans les arbres pour hiberner. Et il y avait un énorme problème de déforestation et il s'agissait de replanter à peu près 2 millions d'arbres en quelques années pour qu'à nouveau ce papillon, quel seul papillon au monde qui migre, qui part du nord des États-Unis et du Canada et qui vient, entre guillemets, hiberner dans ces forêts de moyenne altitude. Donc il y avait un travail de mémoire aussi, de la faune, de la flore. Oui, en fait, c'est témoigner aussi des gens qui travaillent. Moi, j'accorde beaucoup d'importance dans mon métier. Il y a la notion de paysage, il y a la notion nature, mais il y a surtout les gens. C'est notamment, là, je peux rebondir là-dessus, j'accorde autant d'importance à photographier quelqu'un à l'autre bout de la planète que le photographier ici. Et donc en 2018... Parce que finalement, dans quelle mission, donc à travers ce que tu dis, j'entends que tu as une mission à travers ces photos. Donc quand tu parles de photographier un humain ou des personnes ici ou à l'autre bout de la planète, finalement, tes photos doivent avoir une utilité, un impact. Tout à fait. Ça peut être dans des schémas différents. Ça peut être sur des schémas positifs comme l'était ce programme, comme parfois des choses assez compliquées. J'ai notamment travaillé comme photographe pour Action contre la faim, en zone de guerre, au Libéria, où là, il y a une façon de montrer les choses qui est un petit peu plus compliquée. C'est-à-dire au Libéria, en fait, au Libéria, j'ai suivi des missions. C'était encore le conflit, et en fait, ils montent des centres pour sauver des vies, tout simplement. On est monté, par exemple, dans le nord du Libéria, à la limite Sierra Leone, Guinée. Donc c'est quand même un endroit où extrêmement compliqué d'y aller. On passe des barrages, si on peut les passer, mais avec des viscères humains, etc. Et en fait, on est dans des circonstances où là, on est un petit peu en danger. Mais c'est l'importance aussi du journaliste, de montrer ce qui se passe réellement et de témoigner. On reste sur un exemple, je dirais, qui a marqué dans l'histoire. C'est le travail des photojournalistes sur le Rwanda, on en a parlé dernièrement, notre président y est allé, mais sans, je dirais, ces journalistes, ces photographes qui ont montré l'horreur de ce qui se passait, la communauté internationale a pris une réelle conscience. Voilà. Mais quand je dis que je m'attache aussi à montrer l'humain, parlons un peu du territoire. Oui, je crois que tu as une demande aussi de la ville. Voilà, en fait, en 2018, j'ai été lauréat du plus grand concours photojournalisme qui s'appelle le World Press Photo, et bon, ça fait un petit peu de buzz un peu partout, ici, là. Une seule Français nominé, mais bon, c'est pas grave, j'accorde pas beaucoup d'importance au prix, mais... moi, je serais super fière. Hein. Oui, ça fait un peu moi, du alors, bien. Pour moi, ça aurait de l'importance. À la suite de ça, Renaud, qui est devenu donc Renaud Beretti, le maire d'Aix-les-Bains, m'a confié une mission, à savoir mettre en lumière tous les acteurs, tous les gens, je dirais, qui travaillent parfois dans l'ombre de toute la ville. Voilà, il faut savoir que à Aix-les-Bains, il y a un peu plus de 700 personnes qui travaillent, et on peut estimer à peu près 170 métiers, je crois, différents. Alors, ces photos alors, c'est à la fois finalement des rencontres, des photos, des regards. Mais alors, excuse-moi, on en reviendra après, mais où est-ce qu'on peut les voir, ces photos ? Elles sont à disposition du public ?
Pour le moment, Pas encore. non. Renault a fait un petit livret très sympa qu'il a d'ailleurs remis à tous les employés. Voilà, ils ont le droit aussi à une petite clé USB avec toutes ces... Et il avait fait un spectacle, une projection à l'occasion des vœux. Mais j'ai eu un travail de danse quand même, hein, c'était 3 semaines. Alors, ce qui est aussi intéressant, parce qu'effectivement, il y a cette finalité, effectivement, du livret ou des photos, mais il y a aussi la rencontre. Et le simple fait même d'aller voir ces personnes, c'était déjà aussi porter une reconnaissance. Tout à fait. Finalement, c'est ce que j'ai adoré, et c'est ce que j'aime aussi dans ce métier, c'est-à-dire que il faut un petit peu le contact avec le photographe, et il faut qu'il se crée quelque chose. Et en fait, ces gens étaient complètement ravis je dirais qu'entre guillemets, qu'on s'occupe d'eux. Parce que c'est des gens qui travaillent parfois à 5h du matin, qui nettoient les routes, les jardiniers, etc. Et je trouve que c'était une mission qui donnait une reconnaissance à tous ces gens qui œuvrent pour que cette ville, qui est une ville magnifique qui a un patrimoine exceptionnel, qui est connue pour les jardins, par exemple, la ville est magnifique au niveau du et on s'en fleurisme. rend pas toujours compte. Mais il n'y a en pas fait, que ça. du travail derrière. Il y a plein de gens qui œuvrent, les gens là à la cantine, les gens qui mettent éventuellement les prunes sur les voitures aussi, ça fait partie du métier de la ville. Ouais, c'est un cœur qui bat. Et ce qui est formidable, si je puis un peu résumer, c'est qu'en fait j'ai rencontré plein de gens, et maintenant chaque fois que je vais dans Aix-les-Bains, je côtoie, je suis devenu proche de ces gens-là. Et puis sûrement aussi avec un autre niveau de conscience, c'est-à-dire que finalement, je crois qu'on se rend jamais vraiment compte aussi de avec qui on vit, et aussi de toutes ces possibilités aussi qui nous sont offertes. Finalement, on se rend pas compte aussi tout le travail qu'il y a derrière, toutes ces personnes. Et donc finalement, c'est un peu une chance que tu as eu aussi de toucher du doigt en fait la valeur de notre territoire à travers toutes ces personnes. Mais c'était justement, je dirais, la force de cette mission. C'était pas seulement, c'était des photographies en train de travailler. Hein. Lorsque, par exemple, c'était la période où on est la guerre, on est la grande avenue là du Grand Port avec les plus hauts platanes. On est monté dans les arbres. Et puis ils ont joué le jeu comme des pendules là qu'on manipulait. Ils étaient 7 ou 8, etc. Bon, en termes de visuel, c'était absolument génial parce que un matin, je me souviens d'un matin, il y avait de la brume. Il y a des belles photos, mais il y a aussi le regard. Décidément, la brume, hein, les photographes, vous aimez ça, hein. Non, mais entre Marc et Eric, la brume. Mais c'est l'ambiance. Hein, voilà, c'est l'ambiance. Mais il y avait aussi le regard porté sur ces gens. Il y a beaucoup de portraits de gens souriants, de gens. Et là, il faut établir le contact. Enfin, quand j'ai le contact, il y a rien de péjoratif dans ça, mais il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe visuellement, et puis. En fait, c'est plein d'aspects positifs, et c'est extrêmement positif et très optimiste. Et je crois qu'on en a besoin. Moi, j'avais choisi cette chanson là de Calogero là parce que je trouve qu'on a vécu une période un peu compliquée et qu'on a besoin de musique. Les bars sont à nouveau ouverts, les discothèques vont ouvrir. Malheureusement, Musilac, la grande. Mais ça grand reviendra. Événement de territoire va revenir. C'est un petit hommage, un petit clin d'œil, voilà. Mais ça fait partie de notre territoire qui vit, qui chante et on a envie de chanter, hein, n'est-ce pas? Ah, Et oui. comment? Alors, il est l'heure de nous quitter, en tout cas, de refermer les portes de l'épicerie culturelle du territoire. Et un grand merci vraiment à vous d'être venus, d'avoir partagé avec vous. C'est vraiment un plaisir pour moi, à la fois de pouvoir nourrir ce lien de personnes en fait qui habitent le territoire, qui nourrissent aussi ce territoire. Merci aussi à vous, très chers auditeurs, de nous avoir suivis. Merci aussi beaucoup Sandra d'être en soutien à la technique et de ta patience. Aussi, de ta gentillesse. On se retrouve très très vite dans 15 jours, même jour, le lundi de 13h à 14h. Alors, pour la prochaine fois, n'oubliez pas, dès le 1er juillet, en fait, nous serons sur
la fréquence 92.1 FM. Vous pouvez aussi également continuer à nous écouter sur le www.radiograndlac.com. Sandra me fait signe, et bien sûr, vous pouvez aussi écouter l'émission sur en podcast sur Radio Grand Lac, sur la chaîne YouTube. À très très vite et merci à vous. Très bonne semaine. À bientôt.